Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Activer ce désir-là, puis des fois, c'est ça. Quand il fait moins 35, on se dit « je vais faire ça demain. » C'est ça, je vais faire ça demain. Donc, et donc, ces auteurs, je disais, les Baudelaire, Sénèque, donc d'aller dans les années suivantes, rester intéressé par ce thème-là que tu as eu envie aussi de définir à travers les mots des autres. Ben voilà, c'est ça. L'ennui est un néant a priori. Ouais. C'est l'absence de... C'est plus l'absence de quelque chose que le plein de quelque chose. Mais c'est un peu trompeur. L'ennui est un sentiment universel. Moi, je suis quelqu'un qui peut, je le confie, puis je pense qu'à la lecture du livre, c'est assez clair. Je peux être une âme un peu splineuse. Oui. Je peux être un candidat assez favorable à l'ennui. Alors, j'ai voulu comprendre ça. Et c'est un sentiment universel. On peut en parler. Je pense qu'on est une époque, d'ailleurs, et un pays qui s'ennuie beaucoup plus qu'il pense. Et je suis pas sûr qu'on gère bien l'ennui. Et c'est là que, justement, pour comprendre ce sentiment nébuleux, a priori vide, ça me prenait des auteurs. Ouais. Ça prend, pour donner forme à l'informe, ça prenait des gens qui avaient déjà, avec sagacité, perspicacité, étudié ce phénomène. Et là, je suis allé voir en lisant Jean Kelevitch, qui a abordé vraiment de front ce sujet de façon extrêmement perspicace. Baudelaire, qui est le poète de l'ennui, du spleen, et d'autres. Et c'est là que je retrouvais chez ces auteurs des passages qui vraiment résonnaient très fortement avec mon sentiment de l'ennui. Et c'est là que ça m'a aidé donc à construire et à verbaliser mon propre sentiment. Je n'aurais pas pu le faire sans ces auteurs. C'est ça, je pas que ce soit... Et c'est là le jeu et la plume qui est une distinction avec presque 20 ans de pratique journalistique, c'est de se mettre aussi soi-même de l'avant. Donc, tu le fais bien accompagné, on peut le dire. En terminant, Brian a fait allusion à ce pays absolument fascinant, la Mongolie, on l'a dit, pays démocratique, assez individualiste. Tu dis, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, c'est une démocratie libérale qui fonctionne, une anomalie prise entre les géants russes et chinois. Ouais. On a une carte géopolitique qui est extrêmement complexe actuellement. On voit que c'est des régions, Brian évoquait, les minéraux, le boom économique. Quel avenir pour la Mongolie? Oui, on a la politique de sa géographie. Et je pense qu'au Canada, on peut comprendre en ce moment au Québec, au Canada, on peut comprendre cette situation-là. On ne peut pas s'extraire de sa géographie. Et comme tu l'as dit, effectivement, la Mongolie, qui est une minuscule puissance. 3,3 millions. Ce n'est pas un pays très riche, pris entre des géants économiques, militaires, Chine, Russie, avec des caractères beaucoup plus conquérants. Ça place la Mongolie dans une situation très, très complexe, mais pas le choix sur le plan diplomatique, on ne peut pas s'extraire et donc il faut on l'a vu quand ils ont invité Vladimir Poutine. Oui. Tout à coup, les gens étaient comme, là, en fonction de tel traité, la Mongolie aurait dû arrêter Vladimir. Comme si la Mongolie pouvait se permettre d'arrêter Vladimir. Il faut penser à toutes les mesures de rétorsion que peuvent, et ils l'ont déjà fait, surtout la Chine, les mesures de rétorsion que ces puissances-là peuvent exercer sur un pays qui est très dépendant pour l'énergie, pour leur commerce. 95% des exportations mongoles passent par la Chine. Sont chinoises. Et même la vie spirituelle, parce que à la causerie qu'on a j'ai la chance d'animer jeudi dernier à la librairie La Liberté, tu évoquais même la figure du Dalai Lama, par exemple, qui peut, par une coercition économique, les dissuader de l'inviter. La Mongolie, sur le plan religieux, est un pays principalement bouddhiste tibétain. Et le Dalai Lama est vénéré par beaucoup c'est le chef spirituel de bien des Mongols. Et la dernière fois que le Dalai Lama y a mis les pieds, je me souviens pas de la date, ça fait un petit bout maintenant, mais la Chine, qui est évidemment qui s'oppose au Dalai Lama pour qu'il y ait persona non grata, a appliqué des sanctions économiques qui ont fait extrêmement mal à la Mongolie, de sorte que la Mongolie aujourd'hui n'a pas récidivé. Ça fait trop mal. Les mesures de rétorsion sont beaucoup trop pénibles, selon les calculs des décideurs mongols, et on peut comprendre, pour risquer à nouveau d'accueillir le Dalai Lama. C'est un exemple. Donc, on est en pleine période où, justement, ces répressions économiques, ses conséquences et ses tarifs et autres étaient très au cœur de l'actualité. Alors, on voit que... J'ai dit que c'était ma dernière question. C'est pas vrai, parce qu'on a Annie Bussière qui est avec nous. Puis rapidement, un clin d'œil à vous deux, parce qu'Annie, hors des ondes, nous parlait, elle aussi, d'un retour
une grande anticipation pour ses retrouvailles avec la Thaïlande. Ça ne s'est pas avéré. Tu nous as raconté ça d'un ton assez intimiste, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu... est-ce que c'est moi qui ai le problème? Est-ce que c'est le pays? Peut-être rapidement, vous deux, où en êtes-vous avec votre pays autrefois de prédilection et un retour potentiel? Ben, moi, je te dirais à l'écoute de Jean-Frédéric que c'est peut-être pas tout à fait la même expérience parce que moi, mon ennui à t'écouter, je me rends compte que c'est davantage basé sur des valeurs qui ne concordent plus. J'ai fréquenté la Thaïlande pendant 30 ans, j'y ai voyagé, j'y ai habité, j'y ai travaillé, j'ai tripé ma vie en Thaïlande, j'y ai fait des expériences fantastiques et je pense que c'est humain de se dire qu'à un moment donné, ben, nos chemins ne convergent plus pour un choc de valeurs. Et un peu comme toi, la dernière fois que je suis allée, je suis restée 3 semaines. Et ça a été de l'ennui pur et simple parce que je trouvais que le pays, c'est un constat, c'est pas une critique, ne m'offrait plus ce à quoi je m'attendais. Ce qui est dangereux déjà là quand tu te mets dans cette situation-là. Je m'attends à, puis je ne l'ai pas. Puis je trouvais que ce qui avait remplacé mon titillement du départ ne me nourrissait pas. J'en ai parlé, moi aussi. J'ai fréquenté des expats là-bas, patati patata, d'essayer de discuter aussi avec ces gens-là qui étaient installés à Bangkok principalement depuis de longues années et ils en étaient venus à la même conclusion. Qu'il y avait vraiment comme un changement dans le discours. Ben, c'est une dictature militaire déjà là. Bon, ça place les choses. Mais eux aussi, ces expats-là de longue date avaient vu qu'il y avait un changement de valeur, un changement, j'allais dire, d'offre de services, mais la Thaïlande a besoin de sous. La Thaïlande est à 150% tournée vers le tourisme, pour le meilleur et pour le pire. Alors, si vous souhaitez avoir plus qu'une séance de magasinage absolument sensationnelle ou une plage absolument fantastique, vous tombez dans une absence d'offres de services pour quelqu'un qui veut autre chose. Et comme vous le disiez, ben ça parle à peine anglais, ça parle pas français, le lien est difficile, puis ça finit que, je vais pas en Thaïlande pour me tenir des expats. Ouais, ça c'est vrai. C'est aussi bête que ça. Alors, moi, c'est ce que j'ai vu. Heureusement, ça s'imbriquait dans un voyage plus long. Alors, j'ai pu me refaire l'estime de moi et mon goût du voyage en Taïwan. Ah, ben là, j'aime ça parce que... c'est vrai que c'est une expérience légèrement distincte. Ouais. Moi, j'ai envie de dire à la Mongolie, c'est pas toi, c'est moi. Oui. Ça prend tes dispositions, Annie, si je comprends bien, n'avaient pas vraiment changé ou elles étaient fidèles à ce que tu avais déjà? Oui, parce que j'avais beaucoup d'attentes. Ouais. Je savais ce que j'y avais déjà vécu. J'avais le goût de revivre quelque chose, pas de pareil, mais de similaire, de trouver quelque chose de nouveau dans ce pays-là pour me dire, hey, cette culture-là, wow! Ouais. Et c'est pas ce que j'y ai trouvé. Mais je mets ça sur le compte que j'ai changé comme voyageuse et comme personne. Mais le pays aussi. Ouais. La Mongolie, je pourrais pas lui mettre la responsabilité, parce qu'au contraire, j'allais à la rencontre. Je me disais que j'allais à la rencontre de l'aventure. C'était normal. Je savais que le froid, la pollution et un contexte où il y a très peu de monde l'hiver là-bas allait être un obstacle, mais c'est la définition de l'aventure. Manifestement, je n'étais pas prêt à vivre l'aventure. Donc, la résistance que m'a offerte la Mongolie, c'était normal. Ouais. C'est moi qui n'avais pas les bonnes dispositions et qui n'a pas pris les mesures nécessaires, en quelque sorte, pour vivre l'aventure. Alors, je ne peux pas lui en vouloir. C'est pour ça que ma fascination demeure. Il va y en avoir d'autres aventures. Oui. Des aventures littéraires, j'espère. Parce que la grande aventure dans tout ça, c'était la rédaction du livre et son lancement, plutôt que cette... aventure avortée, si on veut. Mais la rédaction d'écrire ce livre a été vraiment une belle aventure. Ça, il y aurait peut-être plus de lecteurs pour cet essai, plus de gens qui vont se retrouver qu'un essai politique économique sur la Mongolie, peut-être. Peut-être que mon expérience résonnera avec certains. Ouais. En tout cas, c'est bien parti parce que le spleen d'Oulan-Bator, et là, je le mentionne, c'est un
petit livre de 103 pages avec tout ce qu'on vient de dire depuis quasiment 30 minutes. Dans le risque n'est pas trop grand. Non, exactement. Et on s'ennuie pas, c'est le cas de le dire. Aux éditions des Salicaires. Donc, c'est à la collection des Salicaires des éditions des Presses de l'Université de Montréal. Très bien reçu. D'ailleurs, long papier dans le Devoir qui est paru cette semaine. Des tournées de causerie aussi. 2 lancements simultanément. En fait, mardi et mercredi et jeudi. 2 lancements Montréal-Québec qui sont passés. Donc, qui ont vraiment bien lancé ce livre. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Merci à vous. On voit que c'est aussi l'ouverture au partage aussi de ces expériences. On le vit avec Annie en fin d'entrevue. Alors, merci et longue vie. Et au